Bienvenue à tous. Salut. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. On va parler, le titre de la présentation, c'est la vulnérabilité à la victoire, maîtriser le cycle de vie des CVE pour les développeurs Java, mais pas que. En fait, d'ailleurs, qui dans la salle utilise Java? Ok, on va dire une moitié. Ok, mais de toute façon, pour ceux qui n'utilisent pas Java, vous inquiétez pas, il y a quand même une grosse partie de la présentation qui n'est pas spécifique à Java. Alors, je pense que aujourd'hui, tous les professionnels que l'on croise connaissent, ont quand même des préceptes sur la sécurité. Par exemple, on vous dit lorsque vous entrez dans vos tours de bureau, on ne va pas laisser la porte ouverte, on ne va pas prêter son badge à qui que ce soit. Donc ça, c'est un peu la base. On ne laisse pas rentrer n'importe qui. Ou de la même manière, tous ceux qui utilisent, qui ont utilisé des courriels, donc à peu près tous les employés, on va dire, ils vont peut-être même recevoir des formations. Tu sais, si vous êtes déjà arrivé dans votre carrière, de recevoir des petits trainings d'1 ou 2 heures où on vous dit, on vous entraîne à ne pas cliquer sur les liens frauduleux, ce qu'on appelle le phishing, parce qu'effectivement, ça peut être parfois tentant, mais malheureusement, c'est parfois une porte d'accès pour des acteurs malicieux. Ok, très bien. On ne va pas parler trop de ça aujourd'hui. On s'entend. On est quand même dans une conférence de développeurs, donc on va plus parler de qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on déploie des applications. Et donc, c'est quoi le danger en termes de sécurité? C'est qu'on peut avoir des accès frauduleux, ou on peut avoir aussi des gens qui peuvent aussi injecter des informations qui pourraient mettre en cause, en péril, la stabilité de notre application. Tout ça, vous avez peut-être déjà entendu parler à travers le projet OWASP, où souvent ils sont connus dans ce projet-là pour lister le top 10 des vulnérabilités que malheureusement les développeurs peuvent insérer dans leur code. Donc effectivement, ce serait une première approche à regarder. Mais ça, si vous voulez mon avis, c'est juste une partie du code que vous livrez en production. Parce que la majeure partie, ça va être toutes les dépendances qui viennent avec votre logiciel. Aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais la majorité des projets informatiques utilisent des dépendances open source. Donc, vous avez peut-être déjà vu un écran qui ressemble à celui-là. Et ici, cet écran-là, il est en train de lister toutes les dépendances qu'un projet utilise. Donc, c'est un projet Java. Et donc, à côté de ça, on a des vulnérabilités qui ont un niveau de sévérité, qui ont un identifiant. Et peut-être même dans votre carrière, ou peut-être, je pense, dans le futur, un jour ou l'autre, on vous demandera de faire le triage de ces vulnérabilités pour essayer justement d'aller vers un code en production qui est le plus sécuritaire possible. Peut-être que dans ces investigations-là, vous serez face à ce genre de descriptif où il y a plein d'acronymes un peu partout qui se promènent. Et bien, cette présentation, on va essayer de démystifier toutes ces informations-là, tout ce monde autour de la vulnérabilité. Avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis Anthony Dahan et je suis un développeur logiciel, bien que j'ai eu d'autres rôles à travers ma carrière. Présentement, je travaille pour la compagnie qui s'appelle HeroDevs. Et chez HeroDevs, mon rôle, c'est de patcher des failles de vulnérabilité dans des librairies Java open source qui ne sont plus maintenues. Probablement parce que les maintaineurs, enfin, la plupart du temps, c'est parce que les maintaineurs sont passés aux dernières versions et ils ne maintiennent plus les anciennes. Je suis aussi un maintainer sur le projet Paketo Buildpack. Paketo Buildpack, c'est un projet open source qui vise à créer des images Docker, mais sans Dockerfile. Comment ça marche en 2-3 phrases? Et bien, simplement, on va détecter quel est votre langage, quelle est votre application, et puis on va créer l'image Docker pour vous en appliquant les meilleures pratiques. C'est le moyen par défaut pour créer des applications dans Spring Boot. Mais sinon, ça marche avec d'autres langages. Sinon, je suis le président du Montréal Java User Group. On est partenaire de cet événement aujourd'hui. Merci encore à Dev Montréal de créer cet événement. Montréal Java User Group, on crée des événements tous les mois, ou presque, où un présentateur va venir parler d'un sujet. Aussi, en parallèle, on a une organisation sœur, Devoxx for Kids Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On organise tous les trimestres des ateliers pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. Je fais une petite promo rapide. Notre prochain événement, c'est le samedi 6 décembre. Il reste encore plein de places. Donc, venez me voir. Pardon? À Montréal, exactement, dans la Tour Intact. Donc, ça, si vous avez des enfants entre 5 et 14, c'est le fun. Il reste plein de places. Allez vous inscrire. Je vais laisser un QR code. Vous pouvez le reprendre, mais je le montrerai à la fin. Et il y aura le lien dessus. C'est gratuit. Et c'est absolument gratuit, tout à fait. Exact. Soit le matin, soit l'après-midi, c'est exact. Oui, en plus, il y a plein de bénévoles de Devoxx for Kids à cet événement aujourd'hui. Merci à vous.
Ok, cool. On retourne à la présentation. Alors, de quoi on va parler? Donc, on va parler de votre propre code. N'allez pas insérer des vulnérabilités dedans. Donc, on va regarder la Static Application Security Testing, SAST. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la pratique de regarder les. Donc, c'est de l'analyse statique qui va regarder votre code et qui va essayer de déduire, selon certains patterns, s'il est sécuritaire ou pas. Donc, on va juste voir quels sont les outils qui nous permettent de détecter ça. Ensuite, on va parler pour le reste de la présentation des dépendances. Et donc, la première chose avec vos dépendances logicielles, c'est de les lister. Quelles sont-elles? On va parler du SBOM, Software Bill of Material, qui est le format pour pouvoir propager cette information. Ensuite, une fois qu'on aura listé toutes nos dépendances, eh bien, ce qu'on pourra faire, ça sera essayer de les faire matcher avec une base de données de vulnérabilité, voir si nos composants sont vulnérables ou pas. On verra que lorsqu'on ship en production, souvent avec des images Docker, il peut y avoir des librairies à l'intérieur de la base image, tout comme les dépendances du framework web qu'on utilisera. Le but ici, c'est d'aller vers le moins de vulnérabilité possible. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore confronté à ça, mais sachez que ça devient un thème de plus en plus important, que ce soit aux États-Unis, où maintenant il y a beaucoup de départements américains qui forcent leurs fournisseurs à leur propager, à leur donner un SBOM, ou que ce soit même dans l'Union européenne, où je pense dans 1 an et demi ou 2 ans, ça va devenir obligatoire pour les fournisseurs aussi qui fournissent des logiciels au gouvernement, de fournir un SBOM et d'être capable de parler des composants que vous shippez et des vulnérabilités. Donc, c'est peut-être pas encore tout de suite que vous êtes confronté à ça. Croyez-moi, j'y crois, au futur, ça va devenir un vrai sujet. Un sujet encore plus fort. OK. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand on ship du logiciel en production, eh ben, moi, j'ai représenté un iceberg. L'iceberg, ça représente votre application complète. Et la face émergée de l'iceberg, c'est votre code. C'est ce que tout le monde se concentre à regarder votre code base. Mais sauf qu'en dessous de votre code, il y a tout un ensemble de dépendances. Si vous utilisez Spring, il y a non seulement les dépendances de Spring, mais après, il va y avoir des dépendances transitives. Et tout ce code-là, eh ben, malheureusement, il est possible qu'il soit victime de vulnérabilité. Et dans ce cas-là, malheureusement, ça reste quand même votre responsabilité parce que c'est vous qui shippez ça en production. Donc, on s'intéresse au code d'abord, le code que vous écrivez. Alors, comment on peut faire pour faire l'analyse statique? Eh ben, c'est très simple. Il y a énormément d'outils que vous pouvez faire directement depuis votre IDE, donc que ce soit IntelliJ ou que ce soit VS Code. C'est toujours une bonne chose d'essayer de rouler en local avant de faire un commit. Je pense que c'est toujours un peu une bonne idée d'essayer de vérifier son code le plus possible avant qu'on commence à l'envoyer. Bien entendu, pour ceux qui ne jouent pas le jeu dans l'équipe, on a toujours l'intégration continue qui va arriver, qui va être votre filet de sécurité, où là aussi, je vous recommanderais aussi de pouvoir lancer des analyses à ce moment-là aussi, avant que ça se propage encore plus loin jusqu'à la production. Donc là, il y a plusieurs outils open source. Je vais faire une petite démo avec un outil open source. Il faut savoir qu'il y a énormément d'outils commerciaux qui existent pour cela aussi. Peut-être que vous êtes déjà client. Alors, allons-y sur une petite démonstration. Ici, j'ai un projet Java, j'ai utilisé Maven. Et dans Maven, j'ai un plugin qui s'appelle Spotbugs. Et Spotbugs lui-même, il a un plugin qui s'appelle Find Security Bugs. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser mon code et il va me donner justement, il va me lister toutes les vulnérabilités. Il faut savoir que sur cette branche où je suis, sur ce projet Spring Clinic, c'est une branche où j'ai fait exprès de rajouter des vulnérabilités de sécurité. Et donc, on va voir comment il s'en sort. On va le lancer. On va lancer sa UI parce que j'ai déjà lancé l'analyse tantôt. Et donc ici, je vais avoir une jolie petite UI où j'ai plusieurs failles de sécurité qui ont été trouvées sur le code que j'ai utilisé. Je peux en sélectionner une ici, SQL Injection. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Et il va me dire exactement dans le code, il m'a dit, ah bah attention, là tu as exposé un endpoint REST. Et sur ce endpoint, tu prends une string que tu n'as pas sanitisée, que tu n'as pas nettoyée avant de la mettre, avant de la concaténer avec une requête SQL. Typiquement, quelqu'un peut faire un drop ou n'importe quoi avec. Donc, c'est très, très mal. Et en tout cas, il l'a trouvé avec succès, sans trop de problèmes. La chose qui est intéressante avec tous ces outils-là, que ce soit Findbugs ou autres, ils vous donneront souvent des références, en fait. Ils vous donneront des références, des liens vers la documentation. Donc, ils vont vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment vous pouvez réparer ça. Et puis aussi, ils sont même capables de vous donner
une entrée dans une base de données qui justement collectionne toutes les vulnérabilités possibles dans du code, et donc ils vont vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Faut savoir que j'ai utilisé tantôt Find Security Bugs comme exemple. Petite dédicace à Philippe Artaud, un Montréalais. C'est lui qui le maintient. Donc, un projet open source maintenu par un Montréalais. J'étais obligé d'utiliser ça pour ma démo. Ça faisait plaisir. Donc, il y a beaucoup de gens aussi. Juste une petite note avant de terminer sur l'analyse statique du code. Le AI, c'est la mode, tout le monde en parle, le Gen AI. Ici, j'ai utilisé un agent qui s'appelle Codex, peut-être que vous connaissez déjà Cloud Code ou Juni ou autre. Et lui, je lui ai demandé de faire cette analyse-là lui-même. Parce que, effectivement, maintenant, on est tenté d'utiliser le AI un peu partout. Et on est même, d'ailleurs, encouragé à utiliser l'AI un peu partout. Comme vous pouvez voir ici, autant mon scan avec une analyse statique, avec Findbug, ça a pris quelques secondes, autant le AI, lui, ça va lui prendre un paquet de temps, en fait. Donc, lui, forcément, il va prendre beaucoup. Donc, lui, il va charger le contexte et puis aussi, il va consommer beaucoup de tokens pour, effectivement, il va y arriver. Il va être capable aussi de me trouver toutes mes vulnérabilités, c'est exact. Mais à quel prix écologique, prix, etc. Donc, peut-être que le AI, oui, c'est sympa d'utiliser, mais dans ce cas-là, je ne pense pas que ça vous apporte grand-chose. Et d'ailleurs, pour pas qu'il y ait de jaloux sur les fournisseurs de AI, j'ai même essayé avec notre ami GitHub Copilot. Et lui aussi, il a mis un peu plus d'une minute à me faire une revue. Alors, c'est très, très drôle parce que lui, il s'est rendu compte que c'était intentionnel, toutes les vulnérabilités. Ça me fait plaisir, ce petit commentaire. Mais effectivement, il a été capable quand même de toutes les trouver aussi, d'une même manière. Encore une fois, l'AI pour l'analyse statique, moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça fait longtemps qu'on a l'analyse statique, que ça marche bien, qu'on a des linters. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Mais c'était la petite parenthèse AI, vu que c'est à la mode. Très bien. Donc, passons donc à vos dépendances. Donc, la face cachée de l'iceberg. Comment on peut lister toutes vos dépendances? La première question, c'est pour pouvoir réagir sur ces dépendances-là, il faut déjà les connaître. Parce qu'effectivement, ce qui va en production, souvent, aujourd'hui, dans les années 2020, on utilise depuis longtemps des images Docker. Donc, on utilise des containers, et ces containers, en général, ils sont basés sur une base image. Une base image, c'est par exemple Ubuntu, Red Hat, UBI. Et dans cette base image-là, malheureusement, il peut y avoir des vulnérabilités. Donc, on va essayer de les lister. Et bien entendu, on va aussi regarder toutes nos dépendances dans notre code. Effectivement, en Java, on pourrait se dire, ah, c'est pas grave, j'ai mon POM ou j'ai mon bib.gradle. Ouais, sauf que dedans, il n'y a pas les dépendances transitives. Alors, vous pourriez me dire, ouais, je peux faire un dependency tree. Oui, c'est vrai, on peut faire ça aussi, mais sauf que ça marche bien pour Java, mais ça va pas marcher en Node. Et peut-être qu'en Node.js, les gens ils vont dire, ah, mais j'ai un paquet JSON lock, il y a tout dedans. C'est vrai aussi. Et encore une fois, c'est pas un format standard qui est reconnu par tout le monde. C'est pour ça que l'industrie est arrivée avec le concept des Software Bill of Materials. Malheureusement, il y a deux formats qui sont en compétition. Il y en a un, SPDX, qui était plutôt populaire pour lister les licences. Effectivement, il y a déjà une dizaine, quinzaine d'années, j'avais été au travail où j'étais chez Terracotta à l'époque. On nous avait demandé une fois, Anthony, est-ce que tu peux vérifier que toutes les licences qu'on a dans nos dépendances, elles sont compatibles avec une distribution commerciale? Effectivement, SPDX, ça remplissait ce rôle-là, où ça allait me dire si oui ou non il y a du GPL, parce que vous connaissez historiquement, on ne peut pas redistribuer du GPL sans redistribuer son propre source code. Donc en tout cas, tout ça pour dire que c'était très utile à cette époque-là. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut lister pour connaître ses composants et voir s'ils sont vulnérables. Et pour ça, le meilleur standard, c'est CycloneDX. CycloneDX, c'est par rapport à SPDX beaucoup plus extensible en fait. C'est quelque chose où on peut rajouter des informations facilement dans ce format. À quoi ça ressemble un SBOM dans la nature? Eh bien, un SBOM, il va y avoir une liste, il va lister une liste de librairies. Alors ici, dans cet objet JSON que je vous ai représenté là, on a une librairie qui s'appelle EHCache. Donc, les informations importantes dans un SBOM qui sont obligatoires en fait pour chaque élément, c'est qui a publié cette librairie, son composant logiciel, quelles sont les coordonnées de cette librairie, donc le groupe, le nom et la version. Assez classique dans le monde Java. Dans d'autres langages, parfois, il n'y a pas vraiment de groupe. Donc, des fois, on peut omettre le groupe.
Description, un sommaire de ce que fait la librairie, intéressant. Les licences qui sont incluses dans ces librairies. Et donc là, vous pouvez voir que c'est un ID et donc les licences, on ne peut pas les inventer. Il faut qu'elles respectent, elles font partie d'une liste en fait de licences qui existent, d'identifiants, Apache 2, MIT, etc., etc. Et puis quelque chose qui est super intéressant, c'est le Perl. Le Perl, c'est package URL. Et donc le Perl, c'est comme un condensé de cette information-là sur une chaîne de caractères. Donc là, il est préfixé avec package. On dit dans quel écosystème ça existe. Donc là, c'est Maven pour en gros dire Java. Certainement qu'ils ont choisi le nom Maven parce que c'est vis-à-vis des repositories Maven, j'imagine, ces notations. Mais dans d'autres langages, ça ne sera pas Maven. On a le groupe ID, le artifact name, la version et aussi le type d'archive, jar, war, etc. D'ailleurs, en parlant du Perl, eh ben, package URL, il se trouve qu'il y a un autre standard aussi qui existe et qui s'appelle le CPE, qui est un peu plus ancien. Donc, si on revient sur package URL, ce que j'ai dit, donc c'est pareil, toujours pareil, on peut regarder pour d'autres librairies dans d'autres écosystèmes. Par exemple, dans le monde Node, on va voir que c'est préfixé par NPM, votre package. Dans le monde Go, ça va être préfixé par Golang. Toujours la même chose, le groupe ID, artifact et la version. Donc, c'est quoi la différence avec CPE? Eh ben, en fait, CPE, c'est plus ancien, mais c'est encore très utilisé. C'était à l'époque où il n'y avait pas tant de librairies open source que ça qui existaient. Donc, avec un CPE, on était capable d'identifier non seulement des librairies logicielles, mais même des firewalls, des routeurs, que sais-je, qui pouvaient se trouver sur votre chemin. Donc, CPE, c'est beaucoup plus large, ce n'est pas juste les librairies. Mais si vous regardez d'un point de vue librairie, c'est un peu moins précis. Par exemple, ici, dans mon exemple, il n'y a pas le groupe ID, on a donné directement le publisher. Donc, c'est moins adapté à des projets open source. Mais ça reste que vous allez les trouver dans la nature. Il ne faut pas avoir peur, il y a souvent plein de correspondances entre CPE et Perl. Alors, comment on va générer ces SBOM? On ne va pas le faire à la main, on va utiliser des outils. L'outil le plus répandu, de loin, c'est Sift. Et donc, Sift, c'est un CLI, c'est un logiciel open source. Vous pouvez le lancer à travers une image, vous pouvez le lancer contre une image Docker, ou directement sur FileSystem ou sur un zip. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va parcourir, il va chercher à l'intérieur de votre archive, il va essayer de lister tout ce qu'il voit, et à chaque fois, il va essayer de faire matcher ça avec un composant qu'il connaît. Et une fois qu'il a identifié ce composant, il va pouvoir écrire le petit bloc de JSON correspondant à ce composant. Attention tout de même, parfois, il se trompe l'outil, parfois, il se fait avoir parce que des gens, il existe des logiciels qui s'amusent à renommer, par exemple, des composants, des zips, des jars, et parfois, il se fait avoir avec ça. Donc, toujours une petite note de méfiance quand même avec les SBOM qui sont générés. Parfois, ils peuvent se tromper. Sift, bien entendu, supporte tous les formats qui se respectent. À l'intérieur de votre build aussi, vous pouvez utiliser Maven, c'est un autre exemple. Bien entendu, on retrouve encore les vendeurs commerciaux qui sont tous capables de générer un SBOM et aussi d'agir dessus directement. On va regarder un petit exemple avec Spring Boot, encore une fois, qui depuis la version 3.3 connaît les SBOM et est capable de vous générer un SBOM et vous l'attacher. Alors, allons-y. On va retourner sur mon petit projet Pet Clinic, mais cette fois-ci sur une autre branche. Et je dois utiliser une GML un peu plus récente, puisque c'est une version un peu plus récente de Spring. Alors, que se passe-t-il ici? Je vais lancer mon application. Ouais, en fait, je pense qu'elle a déjà été compilée. Donc, en fait, lorsque je l'ai compilée, cette application-là, si vous regardez ici, vous allez voir que à l'intérieur du meta-inf, il y a une partie SBOM et on voit ici que le SBOM a été directement inséré dans mon archive. Donc, ça veut dire que si vous ouvrez mon jar au final, je vais retrouver mon SBOM directement dans l'archive. Donc, ça, c'est super parce que lors d'une analyse, si après quelqu'un utilise Sift dessus, un Sift, il n'est pas fou, il va voir ça, il va dire « Oh tiens, super, on m'a mâché tout le travail. » C'est génial. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand c'est Spring qui vous génère le SBOM, lui, il n'aura pas de problème à identifier ses dépendances. Certainement, il va se baser sur le POM. Il y a quelque chose d'encore plus cool qu'ils ont fait et qui est assez plaisant, c'est qu'ils ont aussi intégré le SBOM directement sur un endpoint REST. On peut voir ça ici. Donc ça, c'est l'application Pet Clinic que je viens de démarrer. C'est mon application. Et il se trouve qu'il y a un path sous l'actuator
SBOM, application. Et en fait, ici, vous pouvez voir que j'ai directement accès via HTTP au SBOM où je vais retrouver tout mon document JSON avec tous mes composants. Okay, donc ça peut être assez intéressant. Le problème, le hic, malheureusement, c'est que ça n'inclut pas, ça ne parle que du jar et ça ne va pas parler, si vous créez une image Docker, ça ne va pas inclure toutes les dépendances de l'OS. Donc, c'est bien, mais il n'y a pas tout dedans, malheureusement. Et je crois que quelqu'un de Spring m'avait dit que le but du jeu de ce endpoint SBOM sur l'actuator, ça serait à terme d'être capable d'être capable aussi d'intégrer d'autres sources de SBOM. Donc peut-être que vous aurez la source de votre base image et de votre application, et comme ça on aura un SBOM compilant, il y aura tout dedans. Je ne crois pas que ce soit possible encore pour le moment. En tout cas, c'est une belle initiative de l'équipe Spring. Ok, très bien. Donc là, on a fait un SBOM, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce SBOM? Eh ben, la suite logique, c'est d'aller vérifier si on a des composants qui sont vulnérables, parce qu'on est à la recherche de vulnérabilité dans notre code. Donc ici, on va partir de notre application. Certainement, il y a une base image qu'on a utilisée, peut-être Ubuntu, et cette base image, elle va avoir ses propres dépendances. Tout ça, ça va nous faire notre image Docker qu'on va tenter d'évaluer. On va générer un SBOM, et ce SBOM-là, on va l'envoyer à un outil qui s'appelle SCA pour Software Component Analysis. Et donc, il y en a des tonnes des outils qui font ça. Encore une fois, beaucoup des commerciaux. Ici, je vais vous présenter Dependency Track, qui a deux avantages. Il est écrit en Java, fantastique, et ensuite, il est open source. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. Donc, comment faire pour partager notre SBOM qu'on a obtenu? Eh ben, la meilleure façon, c'est dans votre CI. Ici, c'est une GitHub Action. Et dans votre GitHub Action, une fois que vous avez généré votre SBOM, donc ici, on voit que j'ai utilisé Sift pour générer un SBOM depuis mon image. J'ai obtenu un SBOM.cdx.json et ensuite, j'ai utilisé une autre action pour Dependency Track. Mais en vrai, c'est vraiment pas. C'est une action qui fait juste un curl post, en fait. C'est assez simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer à mon serveur Dependency Track on va lui envoyer mon SBOM, tout simplement. Okay, donc, une fois que ça, c'est fait, on va se retrouver sur Dependency Track et puis on va retrouver notre image listée et scannée. Alors, ici, j'ai deux projets. On va commencer par le premier. C'est une vieille version de Spring Pet Clinic basée sur Ubuntu. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a énormément de composants et une vulnérabilité. Ça sera plus intéressant pour nous aujourd'hui. Si on clique dessus, on va voir que dans l'audit de vulnérabilité, il y a 144 composants qui contiennent des vulnérabilités. Ça fait un peu peur. On voit des librairies Java, mais aussi pas que, parce qu'on va voir, par exemple, on va voir des composants qui ont été amenés par Ubuntu aussi, et qui eux aussi sont vulnérables. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, et surtout, comment ce tableau a été généré et qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous? Alors, retournons sur la présentation. Et je vais vous parler de la vie d'une nouvelle vulnérabilité qui a été trouvée. Donc, encore une fois, on est ici, on est dans ce tableau où on voit tous nos composants et on voit qu'il y en a certains qui sont vulnérables. Comment ça a fonctionné cet outil pour savoir ça? Comme vous pouvez vous en douter, il est connecté à une base de données et pas une, mais plusieurs bases de données de vulnérabilité. Ici, j'en ai cité trois principales que vous allez souvent retrouver un peu partout. NVD, c'est la base. C'est un département non-profit, une organisation non-profit à but non lucratif, pardon, du gouvernement américain. Et c'est eux qui maintiennent cette liste-là. Elle est la référence numéro 1 dans le monde. C'est là où vous allez trouver toutes les vulnérabilités. Elles vont se retrouver ici. GitHub, qui appartient à Microsoft, donc GitHub Security Advisory, maintiennent eux aussi leur propre base de données de vulnérabilité. Bien entendu, ces deux géants, NVD et GitHub Security Advisory, ils se synchronisent entre eux. Donc, sans cesse, il y a des références entre les deux. Donc, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter, de se dire « Ah non, il faut vraiment que je me connecte à toutes les bases ». Les bases se répliquent entre elles, elles sont connues. Encore une fois, comme NVD, c'est la principale, à chaque fois qu'il y a une entrée qui est créée chez GitHub, ils vont aller la rapporter aussi dans NVD. Enfin,
Et il y a aussi Google avec la OpenSSF qui, eux, ont leur propre base qui s'appelle OSV. Et donc, dans OSV aussi, ils vont créer leur propre vulnérabilité et encore une fois, les synchroniser avec les deux autres géants. Donc ça, c'est du côté États-Unis et puis c'est tout public. Donc tous ces services-là sont complètement publics et gratuits à l'utilisation. Bien entendu, des pays et des organisations non américaines ont aussi créé leur propre base de données qui souvent se base sur NVD, mais avec des détails particuliers à ces pays-là, où ils vont dire, attention, par exemple, l'Union européenne va dire, même la France a aussi son propre advisory, ils vont reprendre une vulnérabilité dans NVD, ils vont dire, celle-là, on vous conseille de la patcher parce que c'est important pour telle raison. Donc certainement, ils vont donner aussi leur grain de sel là-dessus et donner leurs informations. Très bien. Comment ces vulnérabilités se sont retrouvées dans cette base de données? Eh bien, tout part d'un être humain, un chercheur probablement en sécurité, ou peut-être c'est vous et moi, un développeur, qui a trouvé une vulnérabilité en roulant un scan sur un projet open source, ou peut-être tout simplement il a fait un pen testing, ou je ne sais pas comment il a trouvé la vulnérabilité, il l'a trouvé. Souvent, c'est drôle quand vous voyez des blog posts, les gens ils disent je m'ennuyais et j'ai trouvé 2 CVE. Donc des fois, en tout cas, il y a des gens qui font ça. Et donc, ce chercheur-là, quand il trouve la vulnérabilité, on va dire qu'il est, gentil, donc il n'est pas malicieux, donc il va vouloir la partager avec le monde logiciel. La première chose à faire, c'est si ce développeur-là, il fait partie d'un CNA, beaucoup d'acronymes dans cette présentation. Donc un CVA, c'est CVE Numbering Authority. Donc, en gros, qui est dans un CNA, ça peut être un individuel, mais souvent, c'est une compagnie comme IBM, comme Broadcom, comme la Apache Foundation. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont se déclarer comme référence pour certains logiciels. Ils vont dire, OK, Broadcom va dire Spring, ça nous appartient. Donc, c'est à nous, faut nous en parler, en fait, avant, s'il y a une CVE là-dedans, dans un de nos produits. Donc, effectivement, on va déjà essayer de contacter, on va essayer de voir qui c'est l'autorité avant d'aller soumettre, de créer la vulnérabilité dans la base de données. Il y a aussi un autre chemin, parfois, souvent en fait maintenant, où on va aller, si vous avez un projet open source qui est dans GitHub, il est probable que si c'est un gros projet open source, ils vont avoir un onglet security. Dans cet onglet security-là, ils vont vous dire, si tu as trouvé une CVE, tu peux nous le partager à travers ce formulaire-là. Ce formulaire n'est pas un formulaire pour créer une issue. Pourquoi? Parce que on a besoin d'énormément de confidentialité à ce moment-là. Entre le moment où le chercheur il a trouvé la vulnérabilité et au moment où il veut en parler, la vulnérabilité, on s'entend, elle n'est pas connue de personne. Donc, vous imaginez bien que des acteurs malicieux, ils seraient très contents d'être au courant de ces vulnérabilités-là parce qu'elle n'a jamais été patchée encore. Donc, c'est une période où il y a une grande confidentialité, c'est complètement opaque. Vous ne saurez pas quelles ont été les interactions entre le chercheur et le projet et le mainteneur du projet. On ne sait pas ce qui se passe, c'est juste entre eux, ils vont avoir une discussion back and forth pendant plusieurs jours pour se dire, OK, c'est dans quelles conditions que je l'ai fait, et puis le mainteneur, il va dire ça s'applique ou pas, ou si c'est accepté ou pas. Il y a aussi des gens qui utilisent, qui vont pouvoir créer des vulnérabilités directement dans des projets comme HackerOne. HackerOne, ils vont vous donner, donc il y a un éditeur de logiciel ou un projet open source, il peut mettre des bounties, il peut mettre des récompenses sur des CVE. Il dit, si tu me trouves une CVE avec telle sévérité, moi, je vais te donner $2000. Donc, parfois, les gens vont aller directement sur ces programmes-là pour essayer de gagner de l'argent. Et bien entendu, il va falloir que le jeu, ça va être d'essayer de comprendre est-ce que c'est une vraie vulnérabilité ou pas. Et ensuite, quand c'est une vraie vulnérabilité ou pas, on va lui donner un score. Donc là, je vais en parler tout de suite. Juste une petite parenthèse, parfois les mainteneurs de projets open source, ils ont disparu dans la nature, ou ils répondent pas, ou ils s'en foutent. Donc dans ce cas-là, l'étiquette, on va dire, veut qu'au bout de 30 jours que vous avez fait tous vos efforts pour retrouver qui était responsable du projet, vous avez balancé public. Là, à ce moment-là, c'est assez grave parce que ça veut dire que potentiellement personne n'a résolu cette CVE, donc elle est encore exploitable et il n'y a pas de mise à jour facile. Ça peut être problématique. Heureusement, on va espérer que ça n'arrive pas trop souvent. Donc, pour en revenir sur la notation, vous avez vu tout à l'heure dans le tableau qu'il y a des notes de 0 à 10 qui sont données à vos vulnérabilités. Comment on fait pour attribuer ces notes? Ça va, en fait, on va répondre à ce formulaire. Il y a plusieurs questions. Est-ce que le vecteur d'attaque, c'est via le réseau ou est-ce qu'il faut être physiquement sur place? S'il faut être physiquement sur place, boum, c'est beaucoup moins grave. OK, ça fait du sens.
Est-ce qu'il fallait avoir un accès admin ou pas? S'il fallait être admin pour pouvoir exploiter, ça va encore faire baisser le score. Est-ce que ça va impacter la confidentialité de votre application? Oui ou non? Sinon, encore une fois, ça va descendre la note. Est-ce que vous êtes capable, avec cette CVE, avec cette vulnérabilité, de mettre en danger la disponibilité de votre système? Si ce n'est pas le cas, effectivement, ça va encore baisser la note, etc., etc. Ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, ce système de notation va permettre aux utilisateurs du logiciel de décider quelle est l'importance en fait qu'ils peuvent attribuer à cette vulnérabilité. Vous verrez aussi souvent un vector string avec votre note. Le vector string, c'est quoi? C'est un résumé de tout ce qu'on a sélectionné ici. Donc, c'est sur une chaîne de caractères, on a résumé finalement tout le contenu du formulaire. Bien entendu, c'est des humains qui font le base score, donc il peut y avoir des désaccords en fait parfois. Il est déjà arrivé que sur des bases de données de CVE comme NVD, il y a des gens qui arrivent plus tard, quelques années plus tard et qui disent non, je suis pas d'accord avec la notation parce que moi je me suis rendu compte que on pouvait exploiter cette vulnérabilité directement par le réseau, des choses comme ça. Et donc là, ça peut être réévalué. C'est vivant en fait, votre note. Ok. Ouais. Très bien. Donc, sur les vulnérabilités, je vous ai dit tantôt, il peut y avoir, donc quand vous déployez votre logiciel, il y a aussi la base image qui va avec. Et malheureusement, vous êtes responsable de ça, en fait, de toute votre image Docker que vous avez shippée en production. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin d'une base image avec tout plein d'outils qui ne sont pas nécessaires pour votre application? Non, peut-être pas. Et donc, il y a toujours un principe de sécurité, c'est de réduire la surface d'attaque. Et pour faire ça, lorsqu'on choisit son image de base pour une image Docker, ou même lorsqu'on déploie sur une machine à l'ancienne, directement sur une machine virtuelle à l'ancienne, on va vouloir minimiser le nombre de composants de logiciels qui existent. Eh bien, pour cela, il y a toute une industrie maintenant qui existe autour des distroless base images. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images qui vont contenir le minimum requis pour faire fonctionner votre logiciel. En général, c'est quoi le minimum? C'est l'IPC. Il n'y a même pas besoin d'un shell, en fait, vraiment. Il y a quasiment besoin de rien, juste le noyau il est déjà fourni par votre orchestrateur de containers. Votre container, il va juste venir peut-être avec une version d'IPC et 2-3 autres librairies importantes. Mais c'est tout. Bref, ces gens-là, on retrouve Docker, la compagnie qui est responsable pour Docker Desktop. Ils ont trouvé le filon et ils sont insérés dans cette industrie où ils font des hardened images. Donc, par exemple, si vous utilisez l'image Docker de Postgres, possible qu'il y ait une quinzaine de CVE. Et franchement, j'exagère même pas. Il y a un paquet d'images très populaires qui sont blindées de CVE de base. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont la prendre puis ils vont la nettoyer. Ils vont dire, OK, ça, il n'y a pas besoin, ça, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et puis, ils vont donc aider les librairies. Ils vont faire ça pour vous. Bien entendu, ça vient avec un prix, c'est payant. J'aime beaucoup les gens de ChainGuard qui ont une distribution, qui ont une base image qui s'appelle Wolfie et qui, elle aussi, est garantie sans aucune CVE. Donc, vous basez votre image là-dessus, il n'y aura pas de CVE. En tout cas, ils disent que nous, on n'en insérera aucune. Ce ne sont pas les seuls. Là, récemment, j'ai vu à une conférence, j'avais vu des gens de Belsoft qui sont plus connus pour leur JVM, Iberica. Eux aussi, ils sont insérés là-dedans. Ils ont Alpaquita Linux. Et la même chose, ils vont essayer de vous maintenir, de vous vendre une base image sans aucune CVE. Alors, à savoir, ChainGuard, ils ont une offre gratuite, donc c'est ce que j'ai utilisé dans ma démo, même je crois aussi Belsoft Alpaquita, où ils vous disent latest, la dernière version, elle est gratuite, mais après, si tu veux revenir en arrière dans le passé, c'est pas gratuit. Bien entendu, il est peut-être possible que vous donnez de l'argent à, je sais pas, à Red Hat ou à Ubuntu. Dans ce cas-là, vous inquiétez pas qu'eux aussi, ils auront, vous pouvez leur demander des comptes et pour dire, tiens, je te donne de l'argent, ça serait bien que tu fixes les CVE. Donc, c'est bien entendu très possible. On va voir comment j'ai fait ça ici dans ma démo. Simplement, quand j'avais publié mon image ici, j'ai utilisé bien entendu les build packs pour créer mon image. Et j'ai utilisé un builder. Donc, les builders par défaut dans la communauté Buildpack sont basés sur Ubuntu. Et moi, j'ai utilisé mon propre builder. Et donc, mon propre builder, comment je l'ai fait? Le truc le plus important, c'est que j'ai utilisé ChainGuard dessus. Donc, mon builder, il est basé sur ChainGuard et je sais qu'il n'y aura pas de CVE là-dessus.
Donc, ouais, effectivement, ça peut être assez facile de s'en sortir finalement avec les CVE sur les OS. Pardon. Maintenant, on va parler des dépendances de votre environnement logiciel, donc que ce soit Java ou que ce soit Node ou Python, etc. Ce sera toujours la même chose. Il y a peu de chances que vous utilisez rien du tout. Souvent, vous allez utiliser un framework web. Et donc, lui, on va parler ici en Java, donc Spring, c'est le principal. La première recommandation que je peux vous donner, c'est très simple, restez sur la dernière version. Maintenez votre code base et juste, vous allez bumper les versions. Alors, parlons-en des versions. Un projet comme Spring Boot, ils vont utiliser Semantic Versioning. Semantic Versioning, souvent, c'est une version avec 3 chiffres. On a Major, Minor et Patch. Ce qui vous garantissent, les maintainers donc de Spring qui utilisent Semver, ils vont vous garantir que le 3e chiffre, lorsqu'ils le bump, donc le patch, ils vont juste résoudre un bug ou une faille ou une vulnérabilité. Ils ne vont rien changer au comportement de la librairie, ils ne vont pas ajouter de fonctionnalités, ils ne vont pas en enlever, ils ne vont pas changer de signature, ils vous garantissent que c'est compatible. Ces versions-là, vous pouvez les mettre à jour automatiquement. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine tant que ça. Bien sûr, je vous recommande toujours d'avoir vos propres tests, d'avoir de l'intégration continue pour vérifier ça. Mais l'intérêt sur ces patch release, c'est que vous pouvez facilement mettre à jour. Il n'y a aucun danger. Ensuite, sur le 2e chiffre, minor, quand ces maintainers-là qui utilisent Semver, ils vont décider d'augmenter la version minor, c'est parce qu'ils vont rajouter des fonctionnalités. Mais ils vous disent, attention, ne vous inquiétez pas, on a rajouté une fonctionnalité, mais on n'a pas enlevé les anciennes. Et on n'a pas modifié celle qui existait. Encore une fois, ça devient un peu plus... Enfin, on peut migrer en confiance de manière automatique. Le vrai problème dans l'industrie logicielle aujourd'hui, c'est les versions major. Les versions major, par exemple, si je prends l'exemple de Spring Boot, il y a Spring Boot 4 qui est sorti la semaine dernière. Sur une major, ils ont le droit de tout changer. Ils ont le droit de changer toutes les dépendances qu'ils utilisent. Ils vont changer des versions majeures. Par exemple, dans Spring Boot 4, ils ont utilisé JUnit 6. Ils ont aussi bumpé Jackson. Et ça, c'était des gros changements qui, malheureusement, vont casser votre code. Donc, si vous le faites de manière automatique, que vous dites, par exemple, en Java, vous utilisez votre POM et vous passez de Spring Boot 3.5.0 à 4, marchera pas. Ça va plus compiler, ça va péter partout, ça pourra pas fonctionner. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais Anthony, dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais encore une fois, vous avez de la chance. Aujourd'hui, on vit à une époque où il y a des logiciels pour vous aider. Ici, j'ai cité OpenRewrite. Est-ce que vous connaissez OpenRewrite? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, OpenRewrite, c'est un moteur qui va être capable d'appliquer des changements. Donc, il y a une communauté autour de OpenRewrite et donc des contributeurs vont créer des recettes et sur chacune des recettes, une recette part d'une version à une autre. Donc, avec un peu de chance, il y aura une recette qui va migrer votre Spring Boot 3.5 à 4. Et qu'est-ce qu'elle va faire, votre recette? Eh ben, lorsqu'OpenRewrite va l'appliquer, certainement, il va changer les imports de vos packages qui ont changé, il va les changer. Peut-être qu'il y a des méthodes qui ont été dépréciées, il va le voir dans votre code, il va le changer. Fantastique. Ça marche sans AI d'ailleurs, parce que maintenant il y a des gens qui essayent de faire ça avec le AI. Mais OpenRewrite, l'intérêt, c'est que la recette a été faite et testée probablement par quelqu'un, ça a déjà été testé par quelqu'un. Le problème, c'est que ces recettes-là, malheureusement, aujourd'hui, il y a tout un conflit d'intérêts autour de ces recettes. Pourquoi? Parce que les gens derrière OpenRewrite, modernes, ils aiment bien que ce soit l'auteur d'un framework qui crée les recettes et donc qui les distribue. Mais les auteurs des frameworks, comme Spring Boot, ils disent bah, moi, je vais les garder pour mes clients, en fait, mes recettes. Et les autres, ils se débrouillent. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de conflits là-dessus. Je sais même pas s'il y a une recette qui existe pour Spring Boot 4. David, il s'est endormi. Sinon, il aurait pu me dire. Mais en tout cas, ouais, non, c'est pas grave. C'est que je suis pas assez captivant. Juste pour dire que c'est ça. Parfois, ça peut être compliqué parce que vous ne les aurez pas en temps et en heure. La bonne nouvelle, c'est qu'un projet comme Spring, ils ne vont pas déprécier la version 3.5 du jour au lendemain. Ils vous laissent toujours à peu près une année. Donc, c'est de votre responsabilité à vous, pendant cette année-là, de surveiller quand c'est qu'il y aura une recette disponible et que vous pourrez appliquer pour faire une migration sans trop de problèmes.
Si vous laissez passer trop de temps, eh ben, effectivement, vous allez probablement vous retrouver dans une situation où votre logiciel va être, où il va y avoir des vulnérabilités qui vont apparaître de plus en plus. En tout cas, c'est la bonne chose à faire. Vous mettez à jour vers vos librairies, vers les dernières versions. Mais parfois, malheureusement, ça ne suffit pas. Si on revient ici sur mon dashboard, sur mon dashboard, ici, vous avez vu, sur mon dashboard, non, ok, pardon. Pardon, je me suis perdu. Donc ici, sur cette application-là, c'est une application un peu plus récente, toujours basée Spring Played Clinic, mais avec une version plus récente de Spring Boot, avec Distroless. Et vous avez vu, j'ai réduit le nombre de composants, et par là même, j'ai aussi réduit, vous vous souvenez, j'avais 144 vulnérabilités, maintenant, j'en ai plus que 6. Si on regarde celle-ci, par exemple, Logback Core, en fait, déjà une chose que je voulais vous montrer, c'est que lorsque j'étais le 8 octobre que j'ai ajouté ce projet-là, il n'y avait aucune vulnérabilité. Mais en laissant traîner pendant 1 mois et demi, ben, le monde de la sécurité, il fait qu'il y a des nouvelles CVE qui sont découvertes tout le temps. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous dire, ah tiens, je vais faire une task force et je vais m'occuper de toutes les vulnérabilités dans mes projets pendant un Scrum et après, c'est bon, je retourne. Non, c'est un effort, c'est une hygiène, c'est comme se brosser les dents. Il faut faire ça régulièrement, il faut régulièrement regarder qu'est-ce qui se passe. Parce qu'effectivement, des nouvelles failles vont être découvertes tout le temps. En tout cas, si on vient ici sur cette faille-là, ici, je vois que j'ai Logback Core. Il serait donc, en fait, ce qu'on peut faire, pardon, sur cette vulnérabilité, ouais. Si on regarde ici le détail, ils vous disent qu'une attaque aurait besoin de la librairie Janino. Mais il est possible que vous n'utilisez pas Janino. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais cette vulnérabilité-là ne s'adresse pas à moi. Je ne vois pas pourquoi il fait apparaître ça. Bah, il a fait ça parce qu'il a matché dans une base de données. Donc, ce que vous êtes capable de faire dans un outil de SCA, vous pouvez dire not impacted because there's no Janino in my app. Donc là, vous pouvez donner une raison. Vous allez dire que vous n'êtes pas affecté et je ne sais plus si c'est dans un commentaire ou un détail, et vous pouvez mettre à jour. Donc là, normalement, votre SCA, après, il va arrêter de vous le montrer. En fait, normalement, ça va disparaître de votre panneau. Éventuellement, est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Ouais. Et en fait, ah oui, pardon, suppress. Ouais, il fallait dire ça aussi, c'est important. Donc, une fois que ça sera éliminé, ce que vous pouvez faire après, c'est que vous pouvez partager cette information parce que si votre logiciel il est à vous et que vous allez le vendre à vos clients, ils n'ont pas envie de refaire ce triage-là, c'est à vous de le faire pour eux. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez exporter cette information dans un fichier JSON. Et dans ce fichier JSON, vous allez retrouver, par exemple, tous vos commentaires qui ont été donnés ici. Ici, par exemple, il y avait une autre CVE, mais vous dites, ben ouais, moi, ça affecte juste Windows, mais moi, je n'utilise pas Windows. Donc ça, c'est possible. Et c'est la partie où l'industrie, en fait, n'est pas encore prête parce qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir partager ces informations-là de triage de manière efficace. Donc aujourd'hui, c'est un peu un défi. Parce que chaque vendeur a son format. Donc il y a plusieurs formats qui émergent. Il y a SycloneDX, super, on a déjà parlé, on est déjà familier avec pour les SBOM. Il y a aussi OpenVex qui arrive. Malheureusement, il ne s'est pas encore super répandu la distribution de ces informations-là. Ok, donc c'est ce que je vous parle ici des VEX files. Donc les VEX files, c'est des informations sur votre triage. Très bien. Eh bien, pour conclure cette présentation, un petit résumé. Bien entendu, vous mettez en place dans votre CI et dans votre IDE, vous allez regarder l'analyse statique de votre code pour être sûr que vous n'allez pas rajouter des vulnérabilités vous-même. Lorsque vous devez être en position de pouvoir générer un SBOM dans votre CI, même si vous n'en servez pas tout de suite, ça va être utile dans le futur. Croyez-moi, encore une fois, de plus en plus de gouvernements commencent à mandater leurs fournisseurs de créer des SBOM, et donc ça va se répandre dans l'industrie. Comme ça a commencé aux États-Unis, en Europe ça arrive, le Canada je ne sais pas, mais je pense ça s'en vient. Un moyen simple d'enlever les premières vulnérabilités, c'est d'utiliser des images distroless où vous êtes garanti qu'il n'y a aucune, donc ça c'est très facile à faire, et ça va vous en enlever un paquet. Et aussi, bien entendu, n'oubliez pas de migrer, comme on parlait avec Spring Boot 3.5 à 4, n'oubliez pas de migrer avant qu'il soit end of life, IOL, parce qu'après, dans ce cas-là, vous pouvez, les vulnérabilités ne vont plus être patchées. Enfin, essayez de partager vos VEX files avec vos utilisateurs. Donc, si vous êtes un éditeur de logiciels, partagez-les avec vos clients. Et si vous êtes un client d'un logiciel qui a des CVE, vous frappez à la porte, bien salut, je te donne de l'argent, bah, ça serait bien que tu me dises pourquoi il y a des CVE, justifie-toi, enlève-les ou donne-moi une justification.